Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie donc de vous accueillir. Venez vous installer, n'hésitez pas à vous rapprocher dans les premiers rangs. Donc ravie de vous accueillir pour cette soirée de lancement de Mon Trajet Vert, un ambitieux programme d'économie d'énergie dédié à la mobilité quotidienne des étudiants. Je me présente juste en quelques mots. Nathalie Croiset, je suis journaliste spécialiste des questions de transition écologique et je collabore notamment aux médias The Good pour lequel je réalise des podcasts. Je suis journaliste radio à la base et c'est ma passion. Voilà, donc je suis ravie en tout cas d'être là ce soir pour animer notamment une table ronde tout à l'heure parce qu'évidemment ces sièges vont largement être occupés. Pour rappel, on va le voir dans un instant dans la vidéo, il faut le savoir, plus de 3/4 du bilan des établissements universitaires viennent des trajets domicile-campus, donc il y a un vrai enjeu et c'est au travers de son laboratoire de recherche et d'innovation CESI Linéac que l'école d'ingénieurs CESI porte ce programme. Je vais passer la parole dans un instant à son directeur, mais d'abord, rien de mieux que de découvrir évidemment en images ce programme d'économie d'énergie, Mon Trajet Vert. Donc on va à présent le découvrir. 2050, ça vous semble loin? C'est l'année cible de l'État français pour atteindre la neutralité carbone. Pour diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre d'ici le milieu du siècle, tous se mobilisent, y compris l'enseignement supérieur. Pourquoi? Parce que les étudiants d'aujourd'hui sont les décideurs de demain et qu'à un âge où on s'affranchit de l'autorité parentale et que le champ des possibles s'élargit, c'est là, maintenant, tout de suite, que les justes réflexes pour un monde plus durable s'acquièrent. Alors, ça commence par quoi? Parce que bien que 79% des jeunes de 15 à 25 ans accordent une grande importance à l'environnement, 40% se déplacent seuls en voiture. Pas étonnant donc que plus des 3/4 du bilan carbone des établissements d'enseignement supérieur proviennent des trajets domicile-campus. En 2022, CESI, une école d'ingénieurs regroupant plus de 20 000 étudiants répartis sur 25 campus en France, candidate au dispositif de certificat d'économie d'énergie, C2E, porté par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Le principe du C2E, financer des initiatives contribuant effectivement aux économies d'énergie. CESI soumet alors un projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au trajet quotidien des étudiants entre leur habitation et leur lieu d'études ou d'apprentissage. Son nom, Mon Trajet Vert. Mon Trajet Vert combine plusieurs actions. Premièrement, des recherches menées par 2 équipes du laboratoire CESI Linéac. Une équipe en sciences humaines et sociales chargée d'établir un diagnostic et étudier pourquoi les étudiants privilégient certains modes de transport et comment la culture de leur établissement influence leurs choix. Une équipe en ingénierie numérique qui développe des outils pour proposer aux étudiants des trajets multimodaux adaptés à leurs besoins. Deuxièmement, une phase d'expérimentation sur 6 campus pilotes de CESI: Nanterre, Rouen, Strasbourg, La Rochelle, Lyon et Toulouse, sélectionnés pour tester des solutions novatrices en conditions réelles. Troisièmement, un déploiement concret pour accompagner les établissements d'enseignement supérieur et les étudiants dans l'adoption de pratiques de mobilité économes et durables grâce à une centaine d'événements de proximité. En 2027, tous les résultats et outils de Mon Trajet Vert seront compilés et accessibles pour les établissements d'enseignement supérieur en France. Les contenus produits pour encourager une mobilité durable seront également partagés avec la communauté. Parce qu'être étudiant et s'engager pour une mobilité quotidienne durable, c'est possible. Voilà, c'est donc la présentation évidemment en images de Mon Trajet Vert pour mieux comprendre ce programme. Mais évidemment, pour introduire cette soirée, je vais tout de suite accueillir le directeur général de CESI, Vincent Coas. Pardon, je vais pas écorcher votre nom, j'allais dire, et je vous passe tout de suite un micro, si vous le souhaitez, pour pouvoir introduire cette soirée. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Bien. Alors, je ne vais pas vous faire un discours, mais je voudrais déjà vous remercier pour votre présence. Vous avez bravé les éléments. Et alors, ceci dit, quand on voit ce que les Américains sont en train de prendre sur la figure, c'est inondé là à côté. Et je voudrais aussi... alors moi, je suis pas... j'ai des éléments vraiment d'intérêt fort pour ce projet, je vais vous les donner. Mais je voulais tout de suite dire que c'est le premier projet C2E sur lequel on travaille. C'est aussi le premier sur lequel on a candidaté. Donc je voudrais tout de suite remercier et féliciter Céline Viazzi qui a eu l'initiative de proposer ce projet. Et puis on est lauréat, donc on est content, c'est un beau projet. Alors CESI, donc on est une école d'ingénieurs, donc on a une activité importante de recherche.
Et donc c'est à la fois un travail de publication scientifique et puis aussi des participations à des projets, souvent en consortium. Donc si je prends quelques exemples, c'est souvent des projets qui ont en fait un lien avec l'économie, la production, et qui sont très en lien aussi avec les grandes transitions, donc numériques, écologiques, énergétiques. Et alors, par exemple, on travaille, je regarde Johan, sur les batteries, les batteries de voitures, hein, et les gigafactories. On travaille sur l'intelligence artificielle, notamment appliquée au domaine industriel. On travaille sur le transport, le transport ferroviaire. Et d'ailleurs, on est content d'être dans cette salle de Urban Station de la RATP. La RATP est dans notre gouvernance et représente l'Union des transports publics et ferroviaires. Donc, il y a vraiment un enjeu de transport. Alors, donc, on a des différents projets, mais ce projet, donc, mon trajet vert, je le trouve particulièrement intéressant et inspirant. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, pour 3 raisons. Alors, la première raison, c'est d'abord que la cible, enfin le public concerné, il nous est particulièrement cher puisque c'est le public des étudiants. Et les étudiants, si ce projet est financé, c'est parce que les étudiants sont considérés par les pouvoirs publics comme une population fragile, une population à risque. Et c'est vrai, nous on a beaucoup d'étudiants, alors étudiants, apprentis, et en tout cas pour un nombre significatif d'entre eux, la situation économique, sociale, de santé, elle n'est pas évidente. Et donc tout ce qui peut contribuer dans leur quotidien à améliorer les conditions des étudiants, on est content d'y participer. Alors c'est vrai pour le CESI, mais l'enjeu qu'on a aussi pendant ces 4 années, c'est d'arriver à non seulement mobiliser les équipes du CESI et les étudiants de CESI, mais aussi l'enseignement supérieur et la recherche. Donc il y a 200 écoles d'ingénieurs en France, il y a à peu près 50 écoles de commerce, puis les universités. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler pour le collectif que ça peut représenter. Donc c'est des enjeux qui sont importants. Alors la deuxième raison, alors ça a été dit dans le petit film que j'ai découvert, c'est que en fait sur ce projet, il y a à la fois un enjeu technologique, donc de sciences dures, sciences de l'ingénieur. C'est des technologies qui sont liées au transport, évidemment, mais aussi des technologies de l'information, technologies de traitement de données, pour pouvoir travailler sur ce projet. Et il y a aussi un enjeu de sciences humaines et qui est lié notamment au comportement, l'évolution des comportements. Si je prends deux exemples, quand on travaille sur la performance énergétique du bâtiment, il faut qu'il y ait alors, on a aussi la Fédération du bâtiment dans notre gouvernance et la Fédération des intégrateurs électriciens aussi. Je vais essayer à tous les passer comme ça. Et je suis pas payé plus, mais bon, je le fais. Voilà, donc. On va mettre les logos. Oui, on va les mettre. Et donc il y a un enjeu sur la performance énergétique, d'abord sur le bâti. C'est-à-dire que si le bâti n'est pas de bonne qualité, s'il y a des points thermiques, il n'y a pas une bonne isolation, il n'y aura pas de bonne performance énergétique. Il y a aussi bien sûr toutes les installations énergétiques et comment elles vont être traitées aujourd'hui quasiment par l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment des enjeux importants. Et puis il y a, mais on n'arrivera pas non plus à des performances énergétiques si les comportements des usagers n'évoluent pas. Alors si, par exemple, ils ne font pas les travaux nécessaires, si ils n'utilisent pas bien le matériel qu'ils ont, et puis s'ils ont un comportement qui est pas correct par rapport à, par exemple, ils mettent le chauffage, ils ouvrent la fenêtre, voilà ce qu'on. Donc c'est vraiment important. Et il y a donc un enjeu comportemental. Si on prend la ville intelligente, Smart City, en fait, c'est pas la ville qui est intelligente. Alors, on peut mettre des capteurs et tout. Alors, c'est vrai qu'avec l'IA, un jour, peut-être, elle deviendra intelligente. Hein, c'est un vrai sujet. Mais en fait, l'idée de la ville intelligente, c'est comment, après avoir évalué l'impact des comportements individuels et collectifs sur les transitions, justement, les enjeux numériques, les enjeux écologiques, les enjeux financiers, de sécurité, etc. C'est comment
on favorise des comportements intelligents des gens. Alors ça peut être par la fiscalité, ça peut être par plein d'aspects. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire changer les comportements, si possible, de manière acceptable par les usagers. Mais voilà, donc c'est important. Donc ce qui est bien, c'est qu'à CESI, dans le laboratoire donc l'INEACT, on a à la fois une thématique sciences humaines, donc sur l'innovation, et donc elle est mobilisée dans ce projet. Puis aussi, on a une thématique plus classique dans les écoles d'ingénieurs qui tourne autour des sciences dures et des technologies qui est aussi mobilisée. Donc on se sent à la fois très légitime, mais vraiment on est complètement impliqué sur le projet. Troisième point, et je finis là-dessus, c'est en gros depuis le Covid, pendant la période Covid et depuis, on a complètement, et tout le monde a revu complètement ces schémas sur, alors c'est vrai en l'occurrence pour les étudiants, mais aussi les salariés, sur le présentiel, le distanciel, comment on travaille, etc. C'est bon. Et alors ça a des impacts aussi, par exemple, sur comment on localise nos campus. Par exemple, nous, on a souvent relocalisé complètement des nouveaux campus. Et on a aujourd'hui tendance à être plutôt sur des zones denses, plutôt à mutualiser des services, notamment de transport, qu'avant on avait plutôt tendance à aller s'étendre. Donc il y a des changements importants. Et donc ce projet, je pense qu'il va aussi enrichir cette réflexion sur pourquoi on fait venir les gens, comment ils viennent, et qu'est-ce qu'on leur fait faire, etc. Donc c'est des gros enjeux à la fois pédagogiques et puis d'intérêt général. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour votre introduction. Vincent Coas, donc vous allez suivre tout ça assidûment. Vous pouvez reposer le micro, je vais le transmettre à un de nos intervenants, puisqu'à présent, pour détailler un peu plus les enjeux que vous avez commencé à évoquer, pas simple de se déplacer, Cédric, je le vois, d'où on peut comprendre le léger décalage pour arriver, mais pile poil à l'heure. Parfait. Donc, on va enchaîner justement avec une table ronde sur le sujet de la mobilité quotidienne des étudiants. Comment encourager des pratiques conciliant autonomie, réalité budgétaire et économie d'énergie. Pour en parler, j'invite à me rejoindre. Ils sont au premier rang. Stéphanie Vincent, Oscar Bourgeois, Sébastien Davy, Thomas Duban et Cédric Riggenbach. Quand vous aurez réussi à pouvoir poser vos béquilles et à venir confortablement sur scène, je vous en prie, venez me rejoindre. Voilà, peut-être laisser la place au bout à Cédric, ça sera parfait. Voilà, chacun trouve de quoi s'installer. C'est très bien. Parfait. Bonsoir. Oh, attention. Il faut faire attention. Merci beaucoup. Avec l'exercice difficile, surtout par ce temps pluvieux, mais vous êtes là, c'est parfait. Merci Cédric Riggenbach, qui est donc fondateur du cabinet Blue Choice, et aussi, alors évidemment, on vous le rappelle souvent, et c'est quand même, justement, il y avait encore tout un pan à Pro Durable. Je sais que vous y êtes passé sur la fresque du climat que vous avez créée. Donc merci beaucoup. Dans un instant, prenez un peu d'eau. Je vous passerai la parole parce qu'on sera là aussi pour parler déjà globalement des enjeux de mobilité et qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut parler de mobilité décarbonée. On a également Stéphanie Vincent qui va nous parler notamment, pour faire écho à ce que disait Vincent Coas, des aspects plus comportementaux, et comment les jeunes et la mobilité peuvent être liés, comment les jeunes s'emparent de ces sujets. Vous êtes enseignante-chercheur à l'université de Lyon 2, membre du laboratoire Aménagement, Économie et Transport. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés également Oscar Bourgeois, merci, qui est cofondateur de Cartage. Alors là, vous proposez une solution d'assurance innovante, une journée dédiée au partage de la voiture. Ce qui est intéressant, c'est l'un des aspects économiques aussi qu'on veut développer sur cette table ronde. Et puis, on va dire le pendant de part et d'autre entre La Rochelle Université et Nantes Université. Thomas Duban, à mes côtés, qui est chef de projet développement durable et responsabilité sociétale à La Rochelle Université. Vous développez un plan de mobilité dont vous avez parlé, et également un plan de mobilité pour l'autre intervenant d'université, cette fois-ci Nantes Université, avec vous, Sébastien Davy, qui est chargé de projet développement durable. Voilà. Donc l'idée, c'est que ça va aussi être très dynamique. Évidemment, il y aura des échanges entre tous les intervenants. Nous aurons des témoignages aussi pour essayer de voir un peu le retour aussi des étudiants sur ces questions-là. Et évidemment,
avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est bien de voir aussi comment les étudiants le vivent. Donc, on est allé les questionner, notamment du côté de Lyon. Donc, je vous invite à présent à découvrir en images ce petit micro-trottoir qui va nous plonger un peu dans le bain du sujet. On y va, on découvre tout ça en images. Le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est l'industrie. Les transports, je dirais, ou l'industrie. C'est la voiture. Je sais pas du tout. C'était les transports, voilà. En vrai, c'est logique. Ça me paraît évident, c'est vrai. Les transports. Donc le mode de transport que j'utilise le plus, c'est le métro. Pour venir au campus, je viens en vélo. Mon transport idéal au quotidien, c'est la trottinette électrique. Alors moi, je le fais en voiture personnellement, mais il y a le bus. Le problème, c'est qu'il c'est pas super bien desservi et il faudrait à peu près 1 heure en bus. J'ai fait du covoiturage avec un ami. Ça nous a arrangé tous les deux financièrement. Je dois prendre la voiture, puis le train, puis le tram, et ça me prend, je dirais, un peu moins de 2 heures. Je marche pour ma ligne et pour être un peu plus sportif. Sans ma voiture, c'est pas possible parce que j'habite au milieu de la campagne et j'ai aucun transport en commun. J'ai jamais pris ma voiture pour venir en cours. Je prends les transports en commun plutôt que la voiture. C'est un mode de transport plus écologique et plus économique aussi. Avec avec qui je fais du covoiturage, on dépense au moins entre 100 et 150 euros d'essence. Mon mode de transport, ça me revient à 25 euros par mois parce que j'ai l'abonnement au TCL. 25 euros, c'est un prix très bien pour les étudiants, c'est assez accessible. Et ça reste en termes de rapport qualité-prix la meilleure option pour moi. Le mode de transport idéal, c'est vos pieds et il faut les utiliser le maximum. Parce qu'être étudiant et s'engager pour une mobilité quotidienne durable, c'est possible. Voilà, ça résume bien un petit peu tout ce dont on va parler. C'était bien là aussi d'avoir des témoignages d'étudiants. On en aura aussi au fur et à mesure de la soirée. Je vais me tourner d'abord vers Cédric, peut-être pour, avant de rentrer un peu plus concrètement dans les sujets de mobilité et des enjeux pour les étudiants, de peut-être poser justement globalement les enjeux et de se dire quelles sont les différentes façons qu'on a de décarboner la mobilité. Oui, merci. En effet, il y a plusieurs façons de décarboner la mobilité parce que les émissions de CO2 du transport, c'est la multiplication de plusieurs choses. C'est déjà le fait qu'on est nombreux. Donc plus on est nombreux, plus on a d'émissions de CO2. Chaque personne a un besoin en déplacement, en kilomètres, par jour, par an. Voilà. Et ensuite, il y a le mode de déplacement, le choix du mode de déplacement, et puis notamment à quel point on a rempli les véhicules, que ce soit une voiture, un métro, un bus, etc. Les émissions de CO2, elles sont dues à la combustion d'un carburant dans un véhicule. Et qu'on mette 1 personne ou 4 personnes dans une voiture, ça ne change pas trop sa consommation. Donc, on voit qu'on a plusieurs axes pour décarboner. On peut changer le mix énergétique du véhicule. On peut se dire qu'on passe du thermique à l'électrique, par exemple. Donc, en ces cas-là, les émissions dépendront de l'intensité en carbone de l'électricité. En France, c'est très peu carboné, mais en Allemagne ou en Pologne, une voiture électrique, elle fait autant de CO2 qu'une voiture thermique, voire plus, parce que l'électricité est carbonée. On peut aussi jouer sur l'efficacité du véhicule, donc combien de litres au 100 km. Ça, c'est un truc qui progresse depuis des décennies. On fait mieux chaque année. On gagne, je suppose, de l'ordre de 1% par an, comme dans l'aviation. C'est bien, mais les voitures sont aussi de plus en plus lourdes. Donc dans le nombre de kilomètres, le nombre de litres au kilomètre, il y a l'efficacité du moteur, mais il y a aussi la taille de la voiture, son poids, sa consommation en clim, etc. Ensuite, il y a combien de personnes on met dans les voitures. Et puis, enfin, il y a combien on se déplace. De combien on a besoin de déplacement. Et ça va dépendre de où est-ce qu'on a décidé d'habiter par rapport à là où on travaille, par rapport à là où on fait ses études, etc. Et donc, pour décarboner le transport, il faut jouer sur tous ces facteurs, et chacun de ces facteurs est au rang 1. C'est-à-dire que si je fais moins 10% sur mes besoins en déplacement, c'est la même chose que de faire moins 10% sur la consommation énergétique de mon véhicule. C'est une multiplication entre chaque terme. Donc chacun est au premier ordre, pardon. Ça veut dire que faire des efforts sur la voiture électrique, passer à l'électrique ou rouler moins, eh ben, c'est comparable.
Donc aujourd'hui, quand on parle de l'électricité, on parle des émissions de CO2 du transport, quand on parle très souvent de l'électrification des véhicules, on parle beaucoup moins d'avoir des véhicules plus légers, d'être plus nombreux par véhicule et d'avoir moins besoin de se déplacer. Et pourtant, toutes ces autres façons de décarboner, elles sont tout aussi importantes. Donc il faut s'ouvrir un petit peu les chakras là-dessus et ne pas avoir de position dogmatique. Ce qui compte à l'arrivée, c'est combien d'euros à la tonne de CO2 évité ça a représenté, combien d'efforts ça a représenté, combien d'investissements. Mais il ne faut pas y aller avec un dogme qui serait qu'on va faire que des voitures à hydrogène et puis on ne va rien toucher au reste. Ça ne marchera pas. Il va falloir jouer sur tous les... En réalité, on a plusieurs leviers. Je vous ai évoqué plusieurs leviers. Il ne s'agit pas de choisir. On va devoir jouer sur tous les leviers. Et si on veut être un tout petit peu pragmatique, on commence par limiter les besoins en déplacement. Ensuite, on continue en allégeant les véhicules, on les remplit. Et quand on a fait tout ça, là, on se pose la question de comment est-ce qu'on décarbone le reste. Mais il ne faut pas le raisonnement dans l'autre sens. Si on commence à acheter plein de voitures électriques qui font 2 tonnes et on roule tout seul dedans, après, une fois qu'on met en place le covoiturage, on fait quoi? On les laisse au garage, les voitures qu'on a achetées? Ça ne marche pas, c'est pas logique. Il y a un ordre logique dans lequel il faut faire les choses. Voilà. Donc l'ordre logique, c'est d'abord on limite les kilomètres, ensuite on est plusieurs par véhicule, on achète des véhicules plus petits, voilà, et après en dernier lieu, on décarbone, ou pas. Parce que une voiture légère qui ne consomme pas beaucoup, elle a beau être thermique, on peut très bien continuer comme ça, surtout quand on est 4 dedans. Alors, avant de passer la parole à Stéphanie Vincent, quand même une autre question, et c'est bien parce que vous mettez en avant, on va dire, les différents leviers possibles. On parle beaucoup de décarboner. Il faut bien dire que l'impact, il n'est pas seulement aussi sur le carbone dans cette problématique-là. Il y a d'autres impacts, il y a d'autres flux aussi qui sont concernés. Alors déjà, il y a des choses très pragmatiques qui est l'encombrement des routes. Donc on met plus de monde dans les véhicules, il y a moins de bouchons, ça roule plus vite. Voilà. Quand ça roule plus vite, du coup, on s'éloigne encore plus pour habiter plus loin. Il y a des effets rebonds dans tous les sens. Quand j'ai parlé de différents termes, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Vous ouvrez une voie sur un axe de circulation, ça devient plus fluide, et dans les 10 ans qui suivent, les gens ont changé leur façon d'habiter, ils habitent plus à distance, ils utilisent cet axe et il est à nouveau saturé. Le système de transport est utilisé jusqu'à la saturation dans plein de cas. Voilà. Donc il y a des choses où on a du mal à faire autrement. Donc la réalité, c'est qu'il n'y aura pas de changement significatif si on ne met pas des contraintes sur le système. Pardon, pour revenir à ta question, il y a des enjeux sur beaucoup d'autres enjeux que le carbone. Il y a des choses qui est la place utilisée par les voies de transport, par le stockage des voitures, les parkings. Je crois que l'ensemble des places de parking dans Paris, ça représente l'équivalent d'un gros arrondissement. C'est complètement subventionné, parce que quand on voit le prix de l'immobilier à Paris, si on devait faire payer les places de parking au prix de l'immobilier, il n'y aura pas grand monde qui serait capable de prendre sa voiture et de la garer. Et après, il y a plein d'autres enjeux, parce qu'il y a de la pollution, il y a un impact sur la biodiversité, il peut y avoir des enjeux sur plein d'autres sujets. Si on a décidé de s'attaquer plutôt au nombre de kilomètres, au fait d'être plus nombreux par véhicule et qu'il y ait moins de véhicules qui roulent, en ces cas-là, on n'adresse pas juste la question du climat, on adresse toutes les autres questions environnementales et les questions d'encombrement de l'espace. Raison de plus pour commencer à travailler sur ces leviers-là avant d'aller chercher les leviers techniques d'efficacité et de mix énergétique. Alors on va poursuivre, on va faire un premier tour de table avant aussi de faire intervenir des témoignages et puis de lancer, on va dire, le débat. Avec vous, Stéphanie Vincent, on a posé, on va dire, les grands enjeux, les leviers possibles. Vous, en tant évidemment que sociologue des mobilités, vous regardez de près la façon dont les jeunes abordent ce sujet. Quelle est leur approche, on va dire, sur ces sujets de mobilité ? Alors, est-ce que ça marche? Oui. Bon, alors bonsoir à tout le monde. On se pose pas mal de questions, nous chercheurs, justement, sur le rapport des jeunes à la mobilité et en particulier à l'automobile. On va dire que dans les années 2010, entre 2013 et 2019-2020, il y a eu toute une série de travaux en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Australie, qui se sont interrogés sur le fait que les jeunes auraient un autre rapport à l'automobile, à travers notamment des indicateurs quantitatifs
qui sont le passage du permis de conduire, par exemple, et le fait d'acheter un véhicule, donc de se motoriser. Et ces travaux en ont conclu qu'effectivement, il y avait peut-être quelque chose de générationnel, là, qu'on retrouve dans un certain nombre de pays, sur peut-être un désintérêt des jeunes générations pour le permis de conduire et l'objet voiture. Et ces travaux ont un peu posé l'hypothèse qu'il y aurait un report finalement du passage du permis de conduire à plus tard dans la vie, parce que aujourd'hui on est aussi dans des cycles de vie qui sont un peu différents. On fait des enfants de plus en plus tard, on prolonge nos études, on se met en couple de plus en plus tard, etc. Et donc tous ces éléments-là, qui sont aussi des facteurs en fait de motorisation, arrivent plus tard et donc repoussent aussi le passage du permis de conduire. Voilà, donc ça c'est une partie des éléments qu'on peut poser sur ces jeunes. On a des indicateurs aussi en France qui nous montrent que les 19-24 ans, ce sont eux qui ont la plus grande part d'utilisation des transports collectifs. Donc dans l'enquête nationale de mobilité qui date de 2019, qui est relativement récente, mais qui est avant période Covid, on se rend compte que les jeunes, ce sont les plus gros utilisateurs des transports collectifs en France. Voilà, on a des éléments comme ça qui tendent à montrer qu'il y a un rapport un peu différent à la voiture. Maintenant, si je peux continuer, il y a deux limites très importantes à ces résultats-là. La première, elle est géographique et la deuxième, elle est sociale. Donc la première, elle est géographique dans le sens où, et ça a été évoqué tout à l'heure au sujet de la localisation des campus de saisie, c'est que on a des dynamiques en termes d'évolution des mobilités qui sont diamétralement opposées entre ce qui se passe entre les agglomérations, y compris les petites agglomérations, et les territoires ruraux. C'est-à-dire que aujourd'hui, toujours sur mon enquête nationale de 2019, je vous ai noté quelques chiffres pour donner des indicateurs. Dans les zones rurales en 2019, c'est quasiment 80% des déplacements qui se font en voiture individuelle. Quand on est dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants, ça tombe à 58%. Et dans l'agglomération parisienne, on est à 33%. Voilà, je pense que ça fixe. Et les dynamiques, alors ça c'est des chiffres qui montrent bien qu'il y a des différences extrêmement fortes entre les territoires, mais les dynamiques sont inversées, c'est-à-dire que dans le rural, il y a une croissance. Alors là c'est relativement stable en fait, mais les dynamiques précédentes, sur les précédentes années d'enquête, nous montraient qu'on était plutôt sur une évolution de l'usage de la voiture, là où dans les agglomérations, on est plutôt sur une décroissance de l'usage de la voiture. Donc déjà, attention par rapport à ça. En même temps, là, on parle des étudiants. Les étudiants, en général, ils font plutôt leurs études dans des agglomérations de taille assez importante. Sinon, il n'y a pas d'infrastructure universitaire. Donc, ils sont plutôt favorisés par rapport à ces éléments-là. L'autre élément qui est un facteur social, qui est quand même très, très important. Je lisais hier, vous voyez, c'est tout récent. Hier, je lisais un article qui n'est pas encore publié, de travaux très, très récents sur les personnes qui ne possèdent pas le permis de conduire en France. Par des collègues, notamment un collègue de l'université Strasbourg, qui montre en fait que, alors évidemment, les jeunes, ils sont surreprésentés chez les gens qui n'ont pas le permis de conduire, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait probablement un report, donc il y a aussi plein de jeunes qui se disent, voilà, à 18 ans, je vais peut-être pas passer mon permis, mais je vais attendre d'avoir 22, 23, 24 ou 25 ans, donc un petit peu plus tard. Mais surtout, ce qui est super intéressant de regarder dans ces données qu'ils ont analysées, ces collègues, c'est de voir qu'en fait, la population des gens qui ne possèdent pas le permis de conduire, c'est majoritairement des personnes qui sont sans diplôme, sans emploi et très éloignées de l'emploi, et donc qui appartiennent à des groupes en fait extrêmement précaires et populaires de la population française. Donc ça fixe aussi un peu des choses par rapport à ces enjeux de mobilité. Très bien, c'est bien d'avoir posé aussi quelques chiffres pour mieux comprendre là encore et avancer un peu plus dans ce sujet. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe du côté des universités entre Thomas et Sébastien. Je vais commencer par vous, Thomas Duban, aussi pour présenter un peu ce sur quoi vous travaillez. Vous avez déjà été aussi associé à l'université à un projet C2E, parce que là on parle de Mon Trajet Vert qui est un programme C2E aussi.
Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par parler du cadre un peu de l'université et puis je viendrai à comment on procède à La Rochelle Université. Déjà, la mobilité à l'université, je dirais qu'on a commencé à vraiment structurer la démarche vers 2019. Tu l'as dit, avec le programme C2E qui s'appelait Agrémob et qui portait sur le changement de comportement en mobilité. Donc, comment sur le territoire on s'organise entre acteurs pour travailler sur la mobilité. Donc ça a regroupé l'agglomération de La Rochelle, des associations aussi de vulgarisation scientifique, les petits débrouillards notamment, et puis l'université. On est aussi à l'université sur un territoire, La Rochelle, qui est assez précurseur sur le sujet de la mobilité, et ça compte dans ce que je vais vous dire après, très engagé sur le sujet. Pour une info que les Rochelais aiment bien dire, c'est que c'est à La Rochelle les premiers vélos libre-service dans le monde, qui ont été créés dans les années 70. Donc voilà. Normalement, chaque Rochelais aime bien dire ce petit mot. Et à l'université, la mobilité, elle représente 30% de notre bilan carbone, donc un peu moins de ce qui a pu être dit dans la vidéo. Ça s'explique par certainement du fait que nous, les achats et l'énergie produite par nos laboratoires est plus importante que si on prend la moyenne peut-être de l'enseignement supérieur, mais dans les universités. Et Sébastien dira certainement la même chose que moi, on est un peu moins. Et donc dans ces 30%, donc on a mené une enquête donc on s'est intéressé donc à la mobilité en 2019 et on mène plusieurs enquêtes depuis quelques années, une première en 2019 et une récente en 2023 pour créer notre plan de mobilité. Et sur 1900 étudiants qui ont répondu, donc à peu près 23% de notre population, 43% des étudiants viennent à pied, 14% en vélo, 19% en transport en commun et 21% en voiture, sachant que dans ces 21% d'étudiants qui viennent en voiture, il y en a 40% qui font moins de 5 km. Donc là, on en reparlera, mais un premier levier d'action assez intéressant, puisque généralement, les moins de 5 km, on dit que c'est une part de mobilité qui peut être transférée vers du bus ou du vélo ou à pied pour des personnes qui, évidemment, peuvent se déplacer facilement. Donc on a réalisé notre premier plan de mobilité en 2023, donc un plan de mobilité durable avec 4 axes: faciliter la mobilité active, donc vélo et marche à pied, favoriser les transports en commun, limiter l'autosolisme, donc comment on travaille pour que les déplacements en voiture se fassent avec plus d'une personne dans la voiture, et puis un autre axe qui touche moins à la mobilité quotidienne, mais sur les déplacements dans le campus, comment on évite que pour les réunions ou pour les cours, les étudiants, le personnel se déplacent en voiture entre les sites qui sont assez rapprochés à La Rochelle. Donc on reparlera certainement des axes et des actions à l'intérieur, mais voilà, donc ce plan de mobilité. Et puis à côté de ça, un plan de mobilité employeur au début qui s'est élargi aux étudiants. On a commencé directement sur un plan de mobilité qui s'est élargi à tout notre public. Très vite, d'accord. Ouais. Puisqu'en fait, dans les 30, ça répondait aussi à notre besoin à notre plan d'action bilan carbone. Et donc dans ces 30%, il y a le personnel, mais il y a majoritairement les étudiants, puisqu'ils sont évidemment plus nombreux que le personnel. Et peut-être que je vais finir ma présentation là-dessus pour dire donc qu'on a aussi à l'université on travaille beaucoup sur ce plan. On a travaillé sur ce plan de mobilité, sur cette enquête avec des chercheurs de l'université. Il y a un groupe de recherche en fait qui s'est créé, qui s'appelle Bluebility et qui regroupe des chercheurs en sciences de gestion, en géographie et en informatique. Et leur objectif, c'est de travailler sur la mobilité, sur les changements de comportement et de faire le lien avec le terrain, qui est un terrain expérimental, qui est l'université. Et donc, c'est avec ça aussi qu'on déploie des enquêtes, qu'on les analyse, qu'on met en place des actions et des plans d'action. Et puis, un prochain sujet, mais dont on reparlera certainement, sur un prochain sujet autour de la mobilité et le lien qu'elle a avec le logement. Oui, ça c'est un des aspects qu'on évoquait déjà. N'hésitez pas, on vous entendait bien. Vous tous, il faut bien rapprocher le micro de votre bouche, comme il y a aussi une captation pour pouvoir garder, on va dire, cet événement au-delà. Il ne faut pas hésiter. Alors, on poursuit, j'allais dire, avec votre homologue du côté de Nantes Université, Sébastien Davy. Donc, quand j'avais échangé avec vous, le plan de mobilité s'apprêtait à être validé. C'est bon, ça y est, c'est OK, vous pouvez en parler? Pas du tout, si. Il a été approuvé il y a 10 jours, effectivement. Une dizaine de jours le 27 septembre, donc c'est un sujet d'actualité. Je profite du passage de relais aussi pour flatter à nouveau l'orgueil des Rochelais, parce que je crois que vous êtes aussi les premiers à avoir développé un service d'autopartage avec de vieilles saxos et des AX électriques à l'époque. Donc voilà, je voulais pas tout dire.
Voilà. J'étais rejeté de passage et effectivement, c'était quelque chose qu'on m'a dit à mon arrivée aussi. Bref. Donc pour la situation nantaise, effectivement, notre plan de mobilité vient d'être adopté et donc on a un pas de temps de 5 ans, 2024-2029, pour le mettre en place. Alors un plan de mobilité pour un employeur, pour une université, c'est le Code des transports nous amène à le faire pour les salariés, les employés. Et nous aussi, on l'a évidemment ouvert aux étudiants, puisque même dans le ratio, dans le rapport de personnel étudiant, on est à 3500 personnels, 40 000 étudiants. Et donc, il aurait été, on serait passé à côté du sujet en ne considérant pas les étudiants, évidemment, dans cette stratégie-là. On a aussi les mêmes ordres de grandeur d'émissions de GES en lien avec les transports, ayant une grosse activité recherche, il y a une grosse part d'énergie dans les laboratoires de recherche en sciences dures, en santé, qui sont très consommateurs. Donc, effectivement, le pourcentage baisse aussi par rapport à ce qui était évoqué pour le CESI. Voilà, donc ce plan de mobilité qui est devant nous a 34 mesures. Alors, je ne vais pas vous les lister une par une. En tout cas, il y a donc la plupart toutes sont destinées aux salariés, aux agents de l'université. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui reste quand on passe le tamis pour les étudiants. Statutairement, il y a des mesures qu'on ne peut pas accorder aux étudiants. Par exemple, une prime transport. Il faut avoir un contrat de travail pour avoir une prise en charge de son abonnement. Un service d'autopartage de ma flotte de véhicules professionnels. Un loueur de voiture, vous voyez un petit peu l'interface, on a la même chose. Le véhicule est gris quand il est pris, mais en tout cas, moi je peux, pour mercredi, jeudi prochain, d'un campus à l'autre, réserver un véhicule de l'université pour mes déplacements. Donc toutes ces choses-là, le forfait mobilité durable aussi, c'est une incitation à faire du covoiturage ou du vélo. Donc quand on passe ça au tamis, on ne peut pas verser ou accorder ces aides aux étudiants, donc qu'est-ce qui reste? Et alors sans aller dans le détail, on a les grandes familles de mesures qu'on pourra développer un peu plus tard, que sont évidemment le vélo, qui pour nous est un axe complètement majeur. L'alternative à l'autosolisme qui était évoquée, donc à la fois du côté covoiturage et du côté autopartage. Les transports en commun, évidemment. Et tout ça, nous en tout cas, sur une problématique géographique assez dense, parce qu'on a énormément de campus, on a 130 bâtiments, et on est sur Nantes, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon. Et donc l'enjeu aussi, il est dans ce qu'on peut faire nous en tant qu'employeurs et en tant qu'accueillant des étudiants au niveau des infrastructures, par exemple des stationnements vélos, mais on est aussi en lien avec les agglomérations, parce que les services à la mobilité, pour beaucoup, ne peuvent exister sans les agglos qui en ont la compétence. Et donc on a un partenariat très très renforcé évidemment avec elles, mais j'aurai peut-être l'occasion de développer un petit peu plus tard. Exactement, parce que l'idée c'était déjà de planter, on va dire, le décor avec les uns et les autres pour pouvoir, vous avez lancé plusieurs pistes d'échange et on va terminer, on va dire, ce premier tour avec Oscar Bourgeois, qui est donc le fondateur de Cartage, qui est un service d'assurance, une solution que vous avez lancée il y a un peu plus d'un an, avec l'idée, pour rebondir sur ce que disait Stéphanie Vincent, c'est pas d'acheter un véhicule, mais on peut avoir d'autres solutions et notamment faire on va dire une assurance à la journée, c'est ça, vous allez nous l'expliquer. Alors c'est parti d'où cette idée et comment ça s'est développé? C'est ça, bonsoir à tous. Du coup, moi j'ai fondé la start-up qui s'appelle Cartage il y a un tout petit peu plus d'1 an maintenant. Donc l'idée, nous, moi j'étais étudiant quand j'ai monté cette boîte, donc je me retrouve très bien dans les problématiques actuelles. Moi j'ai monté ça avec un ami de mon école d'ingénieur. Et donc en fait, nous ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait on voulait vraiment lever les freins à la pratique du partage de la voiture. On se disait, ok, c'est un peu débile qu'il y ait autant de voitures qui dorment, on pourrait les partager un peu mieux, et on a commencé à regarder, ok, c'est quoi les freins en fait? Qu'est-ce qui gêne les gens pour soit emprunter le véhicule d'un pote ou d'un voisin, ou prêter le sien? Et l'assurance revenait pas mal, et donc on a regardé ce qui se faisait, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose en fait. Et donc nous, on a vraiment voulu lancer un service dédié, donc vraiment un service qu'on souscrit en 3 clics pour 5 € la journée, et en gros qui permet, si je grossis le trait, de s'assurer sur la voiture de n'importe qui, d'un ami, d'un voisin, d'un étudiant qui est en cours avec nous, pour pouvoir l'emprunter sans risque. En gros, c'est l'idée. Donc ça, c'est le premier service qu'on a lancé l'été dernier, donc ça fait plus d'1 an. Et donc en effet, aujourd'hui, on a, grosso modo, 50% de jeunes, même un peu plus, donc en gros 18-30 ans, qui utilisent le service. La moyenne des utilisateurs, c'est 27-28 ans. Et donc, on voit qu'il y a une vraie problématique, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et notamment, on a 50% d'usage aussi en territoire rural. Ça rejoint les problématiques. Oui, ça rejoint ce que disait... Exactement. Globalement, je me suis reconnu dans pas mal de sujets évoqués.
Donc nous, on est vraiment sur la branche du coup autopartage et non pas covoiturage, c'est-à-dire partager des voitures et non pas des trajets. Mais bon, évidemment, l'un ne va pas forcément sans l'autre. Et donc voilà comment ça fonctionne. Et on a des partenariats du coup avec des premiers campus, des premières écoles là depuis le début de l'année. Donc on est, je pense, à une vingtaine. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des tarifs préférentiels pour les étudiants, potentiellement avec soit les listes BDE qui abondent, soit nous qui abondons, soit les écoles qui abondent, etc. Que ce soit potentiellement plus que 1 € la journée pour s'assurer sur la voiture d'un étudiant qui est avec nous. Et l'idée, c'est qu'en fait, on puisse un peu changer les usages autour de la voiture, qu'on ait un peu plus de partage, potentiellement, voilà, plus de partage, potentiellement pas besoin d'acheter une voiture si j'ai un pote que je sais qui peut me la prêter de temps en temps, etc. Je sais pas si j'ai tout dit. Enfin, on est Carthage et société à mission. Si c'est ce que j'allais dire. Voilà, bah voilà. Nous, on est société à mission depuis le départ. Ça veut dire que dans nos statuts, on a inclus une raison d'être, ce qui est, je vais pas la dicter parce que je la connais même pas par cœur en fait. Mais elle fait combien de phrases? Normalement, c'est une phrase. Hein. Mais j'avoue, je l'ai oublié. C'est vraiment l'idée, c'est de à terme décarboner les transports en faisant en sorte que le partage de la voiture devienne plus important et plus banal. Et du coup, à terme, à long terme, faire en sorte qu'on passe, par exemple, d'un modèle de société avec, au lieu de 2 voitures par foyer, à 2 foyers par voiture. Nous, c'est vraiment ce truc-là qu'on veut, avec notamment l'enjeu autour des voitures électriques qui sont beaucoup plus chères que les voitures thermiques. Tout le monde ne va pas pouvoir s'en payer. Par contre, si on peut arriver à un modèle où les gens se partagent des voitures électriques, là, ça commence à être intéressant, quoi. Alors, ce que je propose, c'est d'avoir 2 témoignages ici dans la salle qui va me permettre aussi de lancer, même si vous avez commencé à évoquer quelques aspects, un peu le débat autour de ces enjeux de mobilité. Rekia Abdelawi, je vais vous passer la parole. Peut-être qu'il y a un micro qu'on peut lui donner, ou déjà un micro, ou il y a un micro dans la salle, ou il y a récupérer un micro, du passage de micro. Attention à ne pas tomber de part et d'autre. Donc, merci beaucoup. Vous êtes du campus de Strasbourg, hein, c'est bien ça. Et donc vous faites partie aussi du programme, hein, parce qu'on va parler aussi de comment mobiliser les étudiants, parce que parfois je crois que vous ramez un peu aussi, il faut bien le dire. Et donc vous déplacez comment? Dites-nous tout. Du coup c'est ça. De mon côté j'ai un peu la double casquette étudiante pour le coup, et je travaille un peu sur Mobi. Je suis une doctorante et personnellement je prends le bus quotidiennement. Je sais que j'ai une amie à 2 pâtés de chez moi qui prend le tramway puis le train. Moi, j'aime pas le changement. Les Parisiens vont me taper dessus, mais on a ce luxe à Strasbourg de pouvoir prendre un seul moyen de transport. Mais j'avoue qu'à Paris, peut-être que j'aurais plus pensé à la voiture qu'à Strasbourg. À Paris plutôt qu'à... Oui. Alors, c'est marrant, c'est plutôt étonnant. Ça, on pourrait dire c'est l'inverse, parce que quand on voit... les difficultés parfois qu'il y a à rouler dans Paris, je ne sais pas dans Strasbourg, mais... Oui, mais j'ai vécu 4 ans à Paris avant, et le fait de changer 4 fois de transport, faire 2 heures, comme on a eu le témoignage avec la vidéo, c'est beaucoup. Pour un étudiant, je pense que c'est beaucoup. Surtout... Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous auriez été prête à prendre la voiture à Paris. C'est ça qui est... Oui. Et il faut savoir aussi qu'à Paris, il me semble que c'est jusqu'à 26 ans qu'on a la réduction de transport. Oui. Donc j'aurais payé 80 €, étant donné que je suis doctorante et du coup j'ai dépassé l'âge. Du coup, ça m'aurait... c'est quelque chose qui m'aurait peut-être eu à l'esprit de peut-être prendre la voiture. Et là, donc aussi un avantage économique avec le bus oui. Oui. À Strasbourg, du coup, les transports publics coûtent moins cher. Donc, c'est plus raisonnable, on va dire, de les prendre à Strasbourg qu'à Paris, pour ce que ça coûte. Et indépendamment du trajet campus, ça vous arrive de faire de l'autopartage? Vous n'avez peut-être pas de véhicule, ou en tout cas du covoiturage, ou c'est des choses que vous pouvez faire? Oui. Pour faire des trajets, des trajets plus lents pour le coup. Des trajets Paris-Strasbourg, du covoiturage. Pour Strasbourg en elle-même, c'est une toute petite ville. Oui. Donc, à vélo, on peut faire le tour, je pense, en 1 heure. C'est tout petit, donc on n'a pas vraiment à prendre la voiture. On n'a pas besoin. Et alors déjà, dans les premiers échanges que vous avez entendus, vous auriez une question qui vient naturellement à poser à nos participants, ou je vais passer la parole à l'autre témoignage et la question viendra, ou elle est tout de suite venue? La question viendra, je crois pas. D'accord. Alors, vous pouvez tendre le micro à Abdel Fattah Kemali. Merci beaucoup, là encore, de témoigner. Donc, vous êtes à Toulouse. Vous êtes aussi membre du laboratoire de recherche CESI Lineact, jeune doctorant. Donc, vous êtes un utilisateur de transport en commun aussi?
Oui, pour le moment. Et moi, j'ai 2 expériences à partager. Au début de ma thèse, j'habitais trop loin à cause de la complexité de trouver un logement. Et je prends un train, un métro et un bus. Et après, j'ai découvert le covoiturage, où j'ai essayé avec Caros, qui est en partenariat avec la région Occitanie et aussi l'entreprise responsable de réseau de transport toulousain, qui offre 2 trajets par jour gratuits pour les gens qui ont des cartes de transport. Donc j'ai essayé cette expérience et après maintenant je me suis rapproché au campus et je prends 2 bus pour m'y rendre. Au début, le covoiturage, je crois que vous posiez quelques questions, non? Je me trompe pas? Oui, comme ils ont évoqué, qu'il y a des freins pour faire le covoiturage, mais après l'expérience, c'était trop sympa. Finalement, vous avez bien fait. Il y a une question qui vous est venue ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Bon, on va relancer le débat avec les intervenants et s'il y a des questions de votre part, mais aussi de la part de la salle, il ne faudra pas hésiter à le faire. C'est vraiment, je le disais, dans l'échange, cette soirée. Alors, Cédric Regenbach, tous ces premiers témoignages, la création aussi de Cartage, qui est déjà une solution, on va dire, économique, qu'est-ce que ça vous inspire? Ou ça t'inspire? Enfin, je ne sais plus, je vous vois sur scène. On se tutoie dans la vie, donc on peut le faire sur scène aussi. Ça m'évoque une chose qui est que, vous voyez là, on a parlé de Cartage, qui vient proposer une solution à une question qui n'a rien de technologique. On veut juste partager. Donc, partager une voiture, alors faire du covoiturage, c'est un axe d'amélioration. Partager une voiture, ça améliore les choses sur l'encombrement des voitures et puis le fait qu'on n'a pas besoin d'en acheter autant. Donc ça, c'est plus tellement les émissions du secteur du transport, mais les émissions du secteur de l'industrie qui fabrique cette voiture. Mais ça reste des émissions de CO2. Donc l'autopartage permet de réduire ça pour délivrer le même service avec moins de flux physiques, moins de construction d'objets physiques. Quand on fait ça, c'est plus des questions technologiques. C'est plus gagner 1% sur le rendement de mon moteur. Ce n'est pas passer à l'électrique plutôt versus le thermique. C'est des questions qui deviennent des questions organisationnelles. Donc, quand vous êtes exprimé sur ce qu'on pouvait faire avec les étudiants, j'ai entendu beaucoup de c'est pas possible, vous êtes à l'université, il y a des contraintes, etc. Ben oui, mais à un moment donné, il va falloir le faire quand même. Donc, aujourd'hui, c'est pas possible, mais il va falloir que vous trouviez comment le faire malgré tout. Et tout ce qu'on a mis en place comme règle, c'est juste des humains qui les ont mis en place. Donc les mêmes humains peuvent les défaire. Donc je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est à vous de les faire, mais ces choses qui sont impossibles parce que c'est pas prévu. Le coût des assurances, c'était un grand classique. On peut pas parce qu'on n'est pas assuré. Ah, on peut rien faire, on n'est pas assuré. Blablacar a démarré, ils n'avaient pas d'assurance. Il a fallu un certain temps avant que AXA ait le courage de leur dire on va le faire. Et franchement, pour une assurance, c'est complètement insensé de ne pas le faire. Leur métier, ils ont dans les assurances, il y a des gens qui s'appellent des actuaires. Ils prennent une situation, ils calculent des risques, ils ont des statistiques, et ils disent combien ça va coûter d'assurer. Il y a un risque d'accident, il y a X pourcentage de chances d'avoir un accident qui va coûter tant, et je calcule combien ça coûte. Voilà. Si j'ai un doute, je multiplie par 2 ou 3 la prime, et puis je suis tranquille. Voilà. Mais donc, je vais parler mathématiques. Il existe un montant de prime tel que ça couvre le risque. C'est mathématique. Donc je suis un assureur. Au pire, je mets une prime élevée. Mais là, en l'occurrence, c'est pour partager ma voiture, c'est pour un usage ponctuel. Ça le fait. Même si c'est beaucoup plus cher par heure de transport que l'assurance tranquille du mec qui a sa voiture toute l'année, ça passe, en fait. Donc... on a des blocages vraiment qui sont dans la tête, quoi. Et voilà, je suis très content de l'exemple qui a été donné, les 2 exemples. Il y a des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas faire dans les universités. Il y a cet exemple de Cartage qui permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Vous voyez que les solutions, elles sont beaucoup plus souvent de cet ordre-là que de l'ordre de la techno, l'hydrogène et compagnie. Alors justement, je voulais vous faire réagir à ce point-là, les uns et les autres. Stéphanie, vous pouvez commencer. L'idée que les blocages, ils sont dans la tête. On voit quand même aussi parfois la complexité. On a eu des témoignages d'étudiants ici, des témoignages dans le micro-trottoir. Vous, est-ce que vous voyez des freins particuliers
qu'on pourrait finalement débloquer. Alors moi, je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de solutions qui sont pas de l'ordre de la techno et qu'il y a toute une série de blocages qui sont dans la tête. Mais je pense qu'il faut pas sous-estimer la complexité du système automobile qu'on a créé. Voilà, ça a pris des décennies, ça a engagé des choix d'aménagement du territoire, ça a engagé toute une série d'innovations en chaîne, associées, etc. Ça engage des questions d'image sociale, de symboles, et tout ça, en fait, c'est extrêmement compliqué à déconstruire parce que il y a une imbrication hyper forte entre l'histoire, le territoire, ce qu'on pense être signifiant ou pas, et ça, c'est très compliqué à déconstruire. Alors les uns et les autres, justement, sur le fait que vous disiez Sébastien, Thomas et ce que disait Cédric, voilà, vous dites oui, là j'essaye ça, mais c'est pas si facile que ça. Vous pensez que ça peut être débloqué ? Oui. Alors, on évoque peut-être la difficulté parce qu'il y a aussi un effet de volume qui est en jeu. Quand on parle de 40 000 étudiants, voilà, le déploiement de mesures efficaces, forcément, on change d'échelle. Je pense pas, en tout cas, avoir évoqué l'impossibilité d'eux. C'est plus une prudence. C'est que nous, en tout cas, les leviers qu'on essaie d'actionner sont de plusieurs ordres. D'agir sur les infrastructures. Alors, dans les campus universitaires, c'est de notre fait. Je prends un exemple très simple. Pour faire du vélo, il faut plusieurs choses. Il faut un réseau cyclable. Ça, c'est l'agglomération qui permet de le déployer. Donc, à nous d'être ambassadeurs auprès des directions mobilité concernées pour faire remonter les besoins ou les carences éventuelles. Aux abords des campus, c'est aussi l'agglomération qui peut équiper en stationnement, en station de covoiturage, en aire de covoiturage ou en autopartage, etc. Par contre, à l'intérieur des campus, on prend le relais, évidemment. Et donc, un exemple très simple, c'est les stationnements vélo. Pour que vous fassiez du vélo, il faut des arceaux. Si possible, abriter, c'est plus sympa, surtout dans des journées ou des saisons comme celle qu'on vit. Et idéalement encore, davantage, c'est sécurisé. Donc, vous imaginez un cube, et puis vous avez un badge d'accès, un pass, et vous accédez à votre vélo de façon très sécurisée, parce qu'il y a une problématique de dégradation, de vol, qui est aussi très présente dans des lieux ouverts comme les universités. Les universités sont des lieux ouverts. C'est une très bonne chose, mais ça a aussi quelques effets négatifs. Donc voilà, les leviers sont là, ils existent. Après, la prudence, c'est pas une... Je vous interromps, mais vous parlez d'infrastructure, il y a une question de coût. Dans la table ronde, il y a marqué réalité budgétaire. Elle est pour les étudiants, elle est aussi pour les universités. Je pense que Thomas, Stéphanie peuvent le dire aussi. C'est ça. Allez-y, oui. Complètement, non, c'est ça. La prudence, c'est ça, c'est le coût de chaque chose. Quand on pense à des stationnements vélo, on peut s'imaginer qu'il suffit d'aller chez un fabricant d'arceaux, de prendre sa perceuse, de faire 4 trous et puis d'ouvrir le service. Alors sans vous faire l'épisode interne de ce qui se passe entre la commande publique, le coût réel, les autorisations, les déclarations de travaux, de permis, les contraintes, est-ce qu'il y a des réseaux, est-ce qu'il y a des pentes, est-ce que... bref. Donc rien n'est impossible, mais ça tout prend un petit peu de temps. Et tout est cher aussi. Et donc c'est un budget. Pour 40 000 étudiants, il nous faut juste de l'argent. Donc on va le chercher. À moi d'aller le chercher d'ailleurs, c'est une de mes missions. Donc tout est possible, mais step by step. Et c'est un peu l'approche qu'on a. Bon, je crois que Thomas a opiné aussi, et Cédric après pourra réagir. Mais allez-y Thomas, puis après il y aura un commentaire de Cédric. Oui, je partage tout ce qui a été dit. Je rajouterai aussi Rapprochez bien. Ah, oui, il fonctionne bien votre micro. Voilà, rapprochez-le bien de votre bouche. Voilà, super. Merci. Et je rajouterai aussi un élément qui est important à prendre en compte, c'est que dans les solutions, finalement, toutes les solutions qu'on développe, il va falloir, dans tous les cas, refaire du changement de comportement chaque année, puisqu'on est sur un public qui évolue. Des étudiants, ils arrivent en cycle licence pour 3 ans, en cycle master pour 2 ans. Au maximum, il reste 5 ans, mais généralement 3 ou 2 ans. Et donc c'est un travail en continu à réaliser. Maintenant, oui, effectivement, il y a plein de leviers à activer. Il y a le levier, effectivement, du travail avec le territoire, qui est important. Travailler avec l'agglomération, qui est l'autorité qui organise les transports. Et donc là-dessus, on a plusieurs rôles à jouer en tant qu'établissement d'enseignement supérieur pour faire le lien, pour leur exprimer les contraintes des étudiants et comment on fait le lien pour faciliter, par exemple sur les horaires étudiantes, selon les horaires de cours. Nous, on travaille pour essayer de leur partager en open data les données des horaires
des horaires étudiantes en continu pour pouvoir adapter le système de transport, le passage des bus notamment. Quand c'est pas arrivé à 8h du matin pour repartir, on va dire à 17h, à des horaires où il y aurait beaucoup de monde, mais réaménager un peu autrement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis aussi, quand il y a des cours qui se finissent tard, on est dans une agglomération qui est de taille moyenne, donc les bus, il n'y en a pas jusqu'à 23h ou minuit. Donc il y a aussi cette question-là. Donc c'est des leviers qui peuvent être intéressants. Il y a évidemment le levier de communication, communiquer sur l'offre de transport quand on sait comment fonctionne l'offre, c'est généralement un bon moyen de changer. Et puis il y a aussi le levier peut-être du coût. On parlait de la réalité budgétaire. L'agglomération chez nous a fait l'effort il y a quelques années de baisser le prix de l'abonnement étudiant. Il devait être autour de 250 € il y a quelques années. Il est maintenant à 100 € par an. Donc en fait, 100 € par an, c'est aussi un bon moyen de convaincre les étudiants. Bah oui, il y a cette partie aussi pouvoir d'achat. Juste un mot pour rebondir aussi sur ce que disait Stéphanie, et je sais que Cédric veut réagir, sur l'aspect logement aussi, parce qu'on disait pendant un temps aussi, on a structuré, alors on le voit en région parisienne, hein, on a le gros cœur de la Défense et des gens qui habitent ailleurs, et il faut qu'ils se déplacent, enfin bref. Et vous avez associé aussi beaucoup cette problématique logement à la question de mobilité, parce qu'elle est au cœur aussi de tout ça. Oui, c'est une vraie question sur notre territoire. La Rochelle, c'est déjà une ville assez touristique, donc avec les problématiques d'Airbnb qu'on peut connaître dans pas mal de villes et qui font que les logements dans l'hypercentre sont assez chers. Pour situer le campus de La Rochelle, il est quasiment en cœur de ville, donc en fait les étudiants, pour se rapprocher, pourraient être tentés d'être en centre-ville. C'est plus compliqué, donc ils sont obligés de s'écarter dans les deuxième, troisième couronnes de l'agglomération, et on est dans une zone mixte entre zone un peu urbaine et puis une zone un peu plus rurale où la desserte des transports est bien moins élevée. Des bus le matin, des bus le soir, mais pas forcément à la bonne fréquence et aux bonnes heures, puisque c'est pas adapté au nombre de personnes qui pourraient les prendre. Donc nous, on est en train de travailler, et on est en train de développer avec les chercheurs dont je parlais tout à l'heure une enquête pour faire le lien entre mobilité et logement et voir comment cette enquête peut déjà confirmer le levier, enfin le côté, la corrélation qu'il pourrait y avoir entre les deux, et puis comment on peut aussi apporter cette connaissance à l'agglomération pour aussi travailler sur ce sujet et leur apporter une expertise. En fait, c'est aussi le rôle de l'université par sa recherche d'apporter une expertise sur ces sujets. Donc voilà. Alors Cédric, je suis prêt à réagir. Oui, je voulais réagir parce que c'est vrai que ça a un coût d'installer des parkings pour les vélos, etc. Mais est-ce qu'on s'est posé autant de questions quand on a fait des parkings pour les voitures? Il y a eu un âge d'or de la voiture où voilà, on a bétonné, on a foutu des parkings et on ne s'est pas posé les mêmes questions. Donc pourquoi on se les pose pour le vélo? Ça prend beaucoup moins de place de garer un vélo que de garer une voiture. Et la surface coûte probablement bien plus que l'installation elle-même. Mais je voulais aussi rebondir sur la combinaison transport-habitation, puisque un des premiers leviers pour réduire les transports, les émissions du transport, c'est de réduire les kilomètres parcourus. Je vous avais proposé de faire le raisonnement de qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les flux physiques en délivrant le même service, dans le transport par exemple. On peut faire la même chose avec le bâtiment. Aujourd'hui, une surface de bâtiment, elle est soit tertiaire, soit habitation. C'est une nomenclature, elle n'est pas soumise aux mêmes réglementations, suivant qu'elle est l'un ou l'autre. Et sur le cadastre, elle est identifiée comme l'un ou l'autre, et on ne peut pas passer facilement de l'un à l'autre. Ce qui veut dire que, par définition, par construction, une surface va être utilisée soit en journée, pendant les heures ouvrables, soit le soir pour dormir. Voilà. Jamais les deux. Donc, jamais plus de la moitié du temps. Et en pratique, plutôt 30% du temps, voire moins. Voilà. Bon, est-ce que c'est logique? Dans mon entreprise, donc moi j'ai un cabinet qui s'appelle Blue Choice, et on a aménagé une surface qui est à la fois un appartement et des bureaux. Donc c'est 120 mètres carrés, alors en plus en plein centre de Paris, c'est hyper pratique. Mais justement, comme c'est cher, on rentabilise encore plus les choses avec un appartement avec une surface dont toutes les pièces ont une vraie double fonction. Le salon, il devient un open space, la salle à manger, c'est une salle de réunion. Les chambres ont un lit qui s'escamote. Donc moi, mon lit, personnellement, il se rentre dans le mur, et celui de la chambre d'amis, il va au plafond. Voilà. Et une fois transformé en salle de réunion, je vous promets que les gens ils ne savent pas qu'ils sont dans une chambre.
ils entrent, ils font une réunion, ils repartent, ils savent pas qu'ils étaient dans une chambre. Donc, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est des investissements très légers d'installer ce genre de choses. Et donc, nous, on a 120 mètres carrés qui servent 2 fois. Vous imaginez un peu les économies. Pourquoi je parle de ça? Parce que si on arrivait à faire ce genre d'installation sur certaines surfaces en centre-ville, ok, les étudiants, ils vont devoir ranger leurs chaussettes le matin avant de partir faire en cours. Mais si on avait des bureaux qui étaient installés comme ça, je pense aux étudiants parce que franchement, c'est une cible qui pourrait être acheteuse, hein, de ce genre de solution. La contrainte, c'est que ma chambre, à partir de 9h le matin, c'est plus ma chambre et je la récupère à 17h ou 18h le soir. Entre-temps, de toute façon, je fais des cours, je vais faire mes cours ou autre. Et puis, même si je rentre un peu plus tôt, j'utilise ces bureaux-là parce qu'ils acceptent que je fasse mes devoirs dedans et voilà, je récupérerai ma chambre plus tard. Bon, ça, c'est des choses qu'il faut explorer. Donc, nous, on a fait ça chez Blue Choice, pas juste parce que c'était intéressant pour nous. On a voulu faire un proof of concept pour montrer que c'était faisable. Évidemment, il y a des contraintes. Il faut aérer le matin et des trucs comme ça. Voilà. Mais il faut toujours aérer tous les jours. Il faut toujours aérer le matin, mais là encore plus. Pour passer d'une chambre à une salle de réunion, vraiment, il vaut mieux aérer le matin. Et on a une femme de ménage qui passe, etc. Donc, c'est des contraintes, certes. Mais quand on regarde les gains financiers qu'il y a derrière, c'est énorme. Et si on arrivait à généraliser ça, les besoins en construction nouvelle, ils baissent drastiquement pour le même service rendu. Voilà. Donc voilà, nous on a fait ça dans le but d'inspirer d'autres personnes et on aimerait bien que d'autres prennent le relais pour faire des expérimentations dans le même genre. Voilà, c'est aussi une notion d'usage sur laquelle vous reveniez. Oscar, est-ce que ça inspire tout ce qui a été dit depuis le début? Non, mais je ne savais pas que Blue Choice était vos appartements, je trouve ça énorme. Non, mais je rejoins en fait tout ce qui a été dit. Nous, peut-être je vais rebondir aussi sur un truc qui a été dit sur la technologie. Nous, en effet, notre vraie innovation, en tout cas le problème qu'on essaie de traiter, c'est vraiment un problème de comportement, un peu comme, c'est la même chose, c'est des nouveaux comportements comme avoir son bureau chez soi, potentiellement partager une voiture ou accepter de prêter sa voiture, c'est un nouveau comportement qu'on n'avait peut-être pas avant. Mais pour le coup, la technologie est quand même au service potentiellement d'innovation d'usage. Nous, typiquement, ce qu'on a mis en place, c'est une souscription ultra facile. En fait, s'il avait fallu appeler un expert pour pouvoir dire ok, je prête ma voiture aujourd'hui, etc. Enfin, beaucoup moins de gens le feraient. Nous, là, aujourd'hui, c'est vraiment en 3 clics. On ne demande pas de documents. C'est accessible à tous de 18 à 98 ans. Et encore même plus, en fait. Pas de limite. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que la technologie, en tout cas, ce que ça permet, parfois, c'est quand même bénéfique. Alors oui, on n'est pas du tout une entreprise d'IA. Pour le coup, on a 0 IA et je n'en veux pas pour le moment. Je suis pas forcément fan du truc. Mais la technologie, l'innovation technologique, pour moi, peut être mise au service aussi d'innovation d'usage. Alors après, il faut évidemment prendre le bon et voilà, séparer. Mais voilà, ce que ça m'inspirait pas mal, quoi. Je crois qu'au-delà de l'aspect assurance, il y a l'intention de créer aussi une vraie plateforme. Ouais, bien sûr. L'assurance, c'est vraiment en gros, c'était la première année. C'était un peu aussi notre proof of concept, pour reprendre le terme utilisé. C'était montrer qu'il y avait de l'intérêt de l'usage. Aujourd'hui, on a on a dépassé largement les plusieurs milliers de gens qui ont utilisé le service dans toute la France. Et donc là, l'idée, notamment, je prends l'exemple des campus. Typiquement, l'idée, ce serait de venir se brancher sur des communautés déjà existantes. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est que pour que les gens acceptent de partager des voitures entre eux, la vraie clé, c'est la confiance. Sans mauvais jeu de mots, la confiance, en gros, c'est la clé de la voiture partagée. Et donc cette confiance-là, elle existe déjà dans des communautés déjà existantes, que ce soit des entreprises, en gros les collaborateurs d'une même boîte, des voisins d'une même résidence ou des étudiants d'un même campus. Et donc nous, ce qu'on est en train de lancer là dans les campus qui avaient déjà bossé avec nous, c'est de non plus seulement en gros subventionner l'assurance et de parler que du fait qu'on peut s'assurer désormais sur la voiture d'un pote, c'est de monter avec nous en gros une plateforme sur laquelle les étudiants s'inscrivent, soit sur le modèle, moi j'ai une voiture, je suis OK pour la prêter, en échange potentiellement d'un remboursement comme le covoiturage, c'est-à-dire OK on covoiture mais tu me payes l'essence, soit sur le modèle, moi j'ai pas de voiture et je cherche de temps en temps à emprunter une voiture sur le campus parce que y a toujours des besoins, potentiellement les campus sont mal desservis, etc. Et donc d'essayer vraiment de mettre en relation au sein d'une communauté déjà existante via une plateforme, tout ce qu'il y a de plus simple, qui vient du coup se brancher sur la relation de confiance déjà existante entre les gens. Et moi, un modèle à terme que j'adorerais, c'est typiquement au sein d'une résidence ou d'un immeuble,
qui est juste une feuille avec par exemple un QR code. Je rejoins en gros la plateforme de partage de voitures de mon immeuble. Je suis tout à fait libre de ne pas la rejoindre d'ailleurs si j'ai pas confiance. Mais si je veux mettre ma voiture à dispo de voisins ou chercher la voiture de temps en temps de voisins, eh ben, ce sera plus cher que de la location, plus pratique, peut-être plus de convivialité. Et du coup, l'assurance aussi sert à passer ce cap-là, de rassurer un peu tout le monde, etc., quoi. Alors, il y a un dernier volet que je voulais aborder avec vous, parce que quand on dit comment encourager des pratiques aussi, parfois il faut mobiliser aussi les jeunes, et je pense que vous avez certains des témoignages aussi à apporter sur comment vous les mobilisez. Parfois, c'est quand même aussi, il faut y aller. Mais est-ce qu'il y a entre-temps une ou deux questions qui vous est venue? Ou alors tout est déjà hyper clair? Non? Pas de questions? C'est formidable. Ah si, ça y est. Alors en revanche, il va falloir peut-être... Est-ce que quelqu'un peut récupérer le micro? Non, regardez, il y a une jeune femme qui va s'en occuper aussi. Comme ça, c'est très bien. On va avoir un micro, comme ça on va prendre votre question. Là-bas. Merci. Ça, vous avez le temps de réfléchir pendant ce temps-là si vous avez aussi une autre question qui vous vient. Bonjour, Julie Gozlon. Donc moi, je travaille au ministère des Transports. Donc j'avais une question peut-être un peu, je sais pas, rentre dedans ou baguette magique ou je sais pas quoi. Pardon, je suis un peu enrhumée. Moi, ma question, c'était, parce que j'ai entendu, enfin, tout est vraiment hyper intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer sur le projet Mon trajet vert. Mais ce que je voulais savoir, c'est au-delà des financements, qu'est-ce que vous auriez à demander à l'État si l'État pouvait faire quelque chose? Enfin, et l'État fait des choses, mais voilà. Et en si termes oui, d'argent, c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà, c'est pour ça que je le mets un peu de côté. Il y a les C2E qui vont faire des choses. Et si oui, quelles seraient les priorités sur lesquelles travailler? Parce qu'on profite là d'avoir un nouveau gouvernement et un nouveau ministre des Transports pour lui soumettre des pistes. Et donc, tant qu'à faire, pas se tromper de piste. Eh ben, merci en tout cas. Alors, vous avez une liste de courses à faire à madame? Des besoins particuliers, allez-y. Alors, très spontanément. Ouais, peut-être deux choses comme ça. En posture toujours de campus, d'établissement, pour accueillir des infras, des choses comme ça. La première... Elle est techno, mais voilà, il y a plein de mesures qui sont de la sobriété. Il y a la conversion progressive des véhicules thermiques en électrique, et aussi pour l'instant la perspective en 2035 par la CE, enfin Commission européenne, de ne plus pouvoir, enfin que les constructeurs ne sortent plus de véhicules thermiques. Et donc on voit qu'il y a un changement de paysage progressif qui s'accélère d'ailleurs. Et on a, même s'il y en a certains qui commencent à se demander si on va pas reculer la date fatidique. Hein. Effectivement. La date aujourd'hui existe, mais on ne sait pas si elle sera tenue à terme. Et en tout cas, à ce rythme-là, il y a une conversion exponentielle qui va s'opérer. Alors, je suppose que ça concerne peu les étudiants, puisque vu effectivement le coût d'une voiture électrique, ou en tout cas avec des solutions à inventer de partage. Mais dans l'absolu, si demain les campus universitaires ont 5%, puis 10%, puis 15%, puis 20% de véhicules électriques, il y a le sujet des bornes de recharge qui ne se posait pas avant. Les universités, par le passé, ou n'importe quel employeur, n'avaient pas à s'occuper des stations essence, de savoir s'il allait vendre de l'essence ou pas. Ce sujet nouveau installe le sujet des bornes de recharge, avec un accès, alors au début ça va être en premier cercle pour les véhicules de service, mais assez rapidement pour les usagers des campus, et donc la multiplication, un maillage à prévoir sur plein de campus. Donc le premier sujet, ce serait une aide, un amorçage et donc un cofinancement de l'État. Alors je crois que ça existait par le passé. Peut-être qu'au moment où on s'y intéresse, nous, à Nantes, la vague est déjà passée, mais en tout cas, je pense que c'est un sujet qui peut être assez largement partagé. Et puis l'autre, qui est affreusement banal, mais qui est affreusement nécessaire, c'est de continuer à soutenir le cofinancement, le financement de stationnement vélo. Je parlais juste un chiffre qui est assez évocateur. Vous prenez une boîte noire donc, avec badge d'accès sécurisé. Vous avez 20 stationnements vélo à l'intérieur, un peu comme une gare en double étage. Ça coûte 35 000 €. Ça nous a coûté 35 000 € pour 20 vélos.
on a 40 000 étudiants, on a 3 500 personnels, donc c'est un puits sans fond et pourtant c'est nécessaire. Donc sans prendre plus de temps, infrastructure vélo, borne de recharge, c'est les deux spontanément qui me viennent. J'en ai sûrement d'autres si je réfléchis. Mais après, vous restez après? Parce qu'il y a un cocktail, donc je pense qu'on pourra venir vous voir après, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, allez-y Stéphanie Vincent. Alors moi je vais être sur un tout autre registre, mais ça arrive pas souvent qu'on nous pose la question comme ça. Alors moi je me suis mise à réfléchir très très vite sur ce qui me semblait être le point le plus important. Ouais, mais moi je pense qu'il y a un énorme enjeu autour de, on peut parler de sensibilisation, mais peut-être plus largement d'éducation, parce que en tout cas nous ce qu'on voit. J'allais poser la question justement là-dessus. Donc c'est très bien. Commencez à en parler. Voilà. Les autres pourront réagir parce que on a beau dire des jeunes qui peuvent être plus ou moins sensibilisés à ces sujets-là. Voilà, comme j'allais dire, parfois il faut ramer pour avancer. En fait, comment dire? On dit ça en éducation enfantine. Moi, j'ai une petite fille qui est toute petite, donc je me pose un peu ces questions-là. On dit que les enfants, ils font ce qu'ils nous voient faire, ils font pas ce qu'on leur dit de faire en général. Ils nous imitent, ils apprennent par imitation. Et en fait, ces 30 dernières années, on a de plus en plus d'accompagnement des enfants à l'école en voiture. Voilà, je m'arrête là peut-être. Donc ça fixe des choses en fait en termes de structuration de ce que c'est que la mobilité quotidienne. Alors c'est souvent pour des bonnes raisons que les parents accompagnent leurs enfants à l'école, parce qu'il y a des enjeux de sécurité, parce que ils ont souvent des chaînes de déplacement extrêmement complexes à faire au quotidien. Il y a des très bonnes raisons. N'empêche que ça structure des choses. Donc moi je me dis que s'il y a un enjeu sur lequel si on pouvait travailler sur un enjeu aujourd'hui, ce serait vraiment cette question de l'éducation à la mobilité et de comment est-ce que on peut faire voir aux enfants et aux jeunes. J'inclus aussi, ça va jusque en fait chez les jeunes adultes, les étudiants. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'ouverture de possibles en fait quand on est étudiant sur ce qu'on peut expérimenter, tester. Et c'est aussi pour ça que je pense que des expérimentations comme Carthage, elles ont toute leur place à l'université parce que ça permet d'acculturer les étudiants à l'autopartage. Parce qu'une fois qu'on est dans nos vies adultes, tout est beaucoup plus compliqué en fait. On est contraint par nos emplois du temps quotidiens, par nos routines qui sont installées, etc. Et on a beaucoup moins de marge de manœuvre pour apprendre. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu sur l'éducation, voire l'expérimentation chez les plus jeunes. Alors ça, vous pourrez réagir les uns et les autres. Cédric est prêt à réagir, mais à moins que vous ayez quelque chose à demander. Tu aies quelque chose à demander à Madame au niveau du ministère des Transports, mais Thomas Dubon, vous aviez quelque chose? Oui, alors là, je rejoins ce qui a été dit. Et effectivement, si j'avais su que la question viendrait, j'aurais réfléchi dans le train ce matin en venant. Mais ouais, non, mais vous donnerez votre contact. Je crois qu'il va y avoir, en tout cas, des échanges. Je souscris à ce qui a été dit. Effectivement, le développement des infrastructures vélo qui sont très coûteuses et qui sont primordiales. Quand on fait des enquêtes, ça revient à chaque fois le côté donnez-nous les moyens de venir à vélo, de lutter contre le vol. Il y a un vrai sujet aussi sur un vrai frein sur le vol contre les vélos. On veut travailler là-dessus. On l'a écrit dans notre plan de mobilité, mais pour le moment la clé est pas là. Elle est certainement pas simple à trouver, mais voilà. Sur les bornes de recharge aussi, et puis sur la question de la sensibilisation. Alors là, on parlait de sensibilisation dès le plus jeune âge. Même nous, en tout cas, à l'arrivée à l'université, ces sujets peuvent aussi venir. Il y a plein de leviers activés sur la santé, en quoi le vélo, la mobilité active est positive pour la santé, en quoi ça fait faire des économies de venir en transport en commun ou en mobilité active. C'est vous qui faites des ateliers réparation ou c'est Sébastien? Oui, c'est vous aussi. Nous, on met en place régulièrement des ateliers réparation vélo. Tous les mois sur le campus, il y a un prestataire qui vient avec son camion. Il a tous les outils nécessaires et les étudiants viennent. On leur répare leur vélo entre midi et 2. Et en fait, ça fonctionne assez bien. On communique dessus. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux. Ils installent des lampes à vélo aussi. Il y a un vrai sujet de sécurisation. On remarque que les étudiants sur le campus, ils sont très peu éclairés. Donc en fait, on arrive avec des problèmes en hiver. Donc on essaie de leur installer aussi des lampes à vélo quand ils viennent faire réparer leur vélo. Mais en tout cas, c'est des bons leviers. J'imagine qu'à Nantes, vous avez exploré aussi ce sujet. Et je dirais que les 2 derniers sujets, ça serait toujours aussi
il y a un vrai travail avec les territoires à mettre en place. On parlait de la question du logement. Je pense que travailler les deux questions ensemble, c'est vraiment intéressant, et surtout quand on parle des étudiants avec leur pouvoir d'achat et puis la complexité de trouver un logement, et quand on sait que c'est lié avec la mobilité. C'est la question de l'urbanisme. C'est la question de l'urbanisme en fait qu'il faut vraiment revoir. Et un dernier point, alors là je crois que c'était un moment sur la table, mais ça ne doit pas être simple non plus à mettre en place. Mais nous, on a des étudiants qui arrivent de toute la France, comme je le disais, qui arrivent pour 1, 2, 3 ans. Et en fait, ils arrivent avec un autre système de transport en commun, une carte de transport en commun qu'il faut aller chercher à nouveau. Et en fait, ce travail d'essayer d'avoir une carte unique, au moins au niveau, au niveau de la région, parce qu'on a des étudiants qui viennent... Le fameux guichet unique qu'on réclame pour tout, finalement. C'est ça. Mais en fait, ce qui permettrait aussi une simplicité sur l'offre de transport. En fait, penser aux usagers, on remarque qu'il y a des offres de transport qui sont super développées. Nous, à La Rochelle, il y a plein d'initiatives qui sont mises, mais des fois, on ne pense pas toujours à l'usager, et donc à la complexité de l'offre, à la façon de mettre ces éléments en place. Donc je pense que ça pourrait être aussi intéressant de travailler sur ce sujet. Cédric ? Oui, j'ai des suggestions à faire pour... Ouais. Parce que je ne sais pas ce qui va se présenter, mais enfin, j'imagine que les propositions du futur ministère vont ressembler aux précédents. C'est-à-dire, on va électrifier, on va mettre des bornes partout. Voilà. Les autres axes d'amélioration, mettre plus de monde dans les véhicules, faire moins de kilomètres, etc., ça risque de ne pas être la priorité. Il y a des choses qui ont été produites. Donc, notamment, il y a le plan de transformation de l'économie française qui a été produit par le Shift Project, qui a une approche assez pragmatique. Et d'ailleurs, l'équation que je vous ai donnée, elle est issue de là. Le fait de décomposer les émissions du transport en plusieurs facteurs, c'est l'équation de Kaya adaptée au transport, et elle est utilisée dans le PTEF sur la partie transport. Par rapport au PTEF, il y a une initiative qui a été lancée. Alors, j'ai la chance de faire partie de ceux qui l'ont lancé. C'est les ateliers Planète. Donc, Planète comme plan. Dans Planète, on a repris le plan de PTEF. Les ateliers Planète, ils ont été construits sur chacun des chapitres du PTEF. Il y a 15 chapitres, 15 secteurs économiques. Et on s'est dit, avec une dizaine de cabinets de conseil, qu'il fallait concevoir des ateliers d'une demi-journée pour délivrer le contenu de chacun de ces chapitres à des décideurs économiques ou politiques. Donc ça s'adresse à des patrons, mais ça s'adresse aussi très bien à des hommes et des femmes politiques. D'ailleurs, ça avait été présenté avant la campagne, c'est ça ? Un peu. Alors, le PTEF a été présenté avant la campagne. Un truc incroyable, hein. Je ne sais plus combien on est, mais j'ai le souvenir de 30 000 exemplaires vendus pour un truc qui est bourré de chiffres imbitables. C'est incroyable, c'est vraiment un score. Et depuis, il a dû bien dépasser ça. Donc le PTEF, c'est, je pense, une proposition de planification pour la France. Enfin, c'est un plan. On se dit, on va aller là-bas. Et puis, s'il y a suffisamment d'acteurs qui disent, ah ouais, tiens, moi, je vais suivre le PTEF, ça peut créer un effet d'entraînement, et ça peut inciter les politiques à délivrer du réglementaire pour qu'on puisse effectivement y aller. Donc, il y a les ateliers Planète, qui sont chacun de ces ateliers basés sur un des secteurs du PTEF. Mon propre cabinet Blue Choice, on a conçu celui sur le fret. Je ne sais pas si ça rentre dans vos prérogatives, mais on serait très content de venir vous animer l'atelier sur le fret, qui permet de comprendre où sont les axes de décarbonation. Typiquement, les gens arrivent en se disant on va mettre des camions électriques ou à hydrogène, et ils repartent en comprenant qu'il faut mieux remplir les camions avant, parce qu'ils roulent à vide. Voilà. Et puisque ça joue au même ordre, il va faire ça, et ça veut dire qu'éventuellement la livraison Amazon, elle n'est pas en 24 heures, elle est en 48 heures. Bon, ça se gère. Donc ça c'est un élément. Toujours dans l'écosystème du Shift Project, et donc oui, il y a évidemment un chapitre sur le transport court distance et un autre chapitre sur le transport longue distance dans le PTEF. Toujours dans l'écosystème du Shift Project, il y a une fresque qui a été créée par les shifters, qui s'appelle la fresque de la mobilité. Alors je ne l'ai pas faite, mais j'ai assez confiance dans l'intelligence des shifters pour avoir fait quelque chose de bien. Je pense qu'en ayant fait la fresque de la mobilité, on ressort avec les idées assez claires sur où sont les priorités.
parce qu'ils ont une approche très pragmatique, basée sur la science, des outils comme l'équation de Kaya. Et je suggérerais bien que ce soit développé dans votre ministère le plus largement possible. Et si ça vous intéresse, je suis disponible pour qu'on en parle. C'est déjà fait ? Ah ben c'est très bien. Ouais, c'est ça aussi. Oui, ça peut en faire partie aussi. Alors, je vois que le temps qui file, mais est-ce qu'il y a encore une ou deux questions, évidemment, dans la salle? Voilà. Désolé, j'ai oublié un dernier point, mais c'est en une phrase. Hein. Ouais. On ne changera pas les choses si on n'emmerde pas les automobilistes. Non, il n'y a pas de solution. Il faut aller demander à Amsterdam comment ils ont fait. Ils vous l'expliquent. Hein. Ils ont foutu des sens interdits de manière à ce que ce soit imbitable d'aller d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Dans le rapport du GIEC, il est écrit dans le 5e rapport, 3e groupe de travail, dans un monde qui fait la transition, il y aura des gagnants et des perdants. Si on le répète pas, on n'y arrivera pas. Il ne faut pas s'imaginer que la transition, c'est que des gagnants. Alors si, dans plusieurs décennies, on va moins mourir, voilà, on sera tous gagnants. Mais à court terme, ça va faire chier des gens. Il faut l'assumer. C'est aux politiques d'avoir le courage d'assumer que certaines mesures ne sont pas populaires. Certains le font et ils se font gentiment insulter, mais exactement. Au moins ils prennent un choix. Voilà. À Paris, on pense tous à la même personne. Exactement. Je crois que Stéphane, j'oublie pas que vous avez une question, mais allez-y, vous vouliez réagir sur ce point-là. Pour insister sur cet élément-là, c'est-à-dire que tout à l'heure on a parlé éducation, sensibilisation, on parle aussi incitation, mais effectivement tout ça, ça ne fonctionne pas sans contrainte. C'est-à-dire que dans l'équation, en fait, il faut mettre de la dose de contrainte, sinon il y a rien qui va changer. Ouais, et ça c'est compliqué parce que c'est pareil au niveau politique, parler de contrainte, on a un peu de mal parfois. En tout cas, voilà. Rekia, vous voulez justement poser une question. Ça y est, elle est venue entre-temps. C'est pas vraiment une question. Enfin, c'est une question un peu ouverte par rapport au ministère du Transport. Je voulais aborder le sujet des horaires de pouvoir utiliser le vélo à bord du transport. Ça pénalise un peu les étudiants qui sont un peu loin des transports et qui doivent, du coup, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture personnelle. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens je sais qu'à Strasbourg, par exemple, de 7h à 9h, de 17h à 19h, donc les horaires des étudiants, oui, c'est ça. On n'a pas le droit de prendre le vélo et à bord du métro ou tram, enfin, il n'y a pas de métro, mais tram ou bus, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de gérer cette problématique? Voilà. Vous prenez en note? On ne sait jamais, ou en tout cas c'est peut-être de l'ordre de la région aussi, mais en tout cas c'est un sujet, voilà, c'est une autre compétence, on va dire. Il y a une autre question qui est venue entre-temps. Pas de question? Mais, si, voilà, allez-y monsieur. Jean-Christophe Desjardins, dans Total Énergie. Donc on est un des financeurs du programme Mon Trajet Vert. Et donc on est considéré comme un obligé à ce titre. Et donc on parlait de contraintes. Effectivement, le dispositif de C2E est une contrainte qui a été mise en place en 2006 et on s'est adapté. Ça marche plutôt pas mal. Donc qui oblige les fournisseurs d'énergie à inciter leurs partenaires et leurs clients finaux à faire des économies d'énergie. Et à ce titre, il existe plusieurs dispositifs à l'intérieur, notamment les fiches d'opération standardisées, mais aussi les programmes. Et donc, on parlait tout à l'heure de financer les infrastructures. Aujourd'hui, pour l'électrique, ça existe. Il existe un programme qui s'appelle Advenir pour les bornes de recharge, qui permet de financer des bornes de recharge. Alors, non, en principe, les programmes ne sont pas trop là pour venir financer des CAPEX, mais certains le font, donc Advenir 200 millions d'euros et Total Energy finance à hauteur de 35 millions d'euros le programme qui va s'étaler sur plusieurs années. Et donc, de la même manière, il pourrait y avoir une possibilité, si on souhaite pouvoir développer l'usage du vélo dans certaines villes, de financer les infrastructures de parking de vélo, parce que les gens qui se déplaceraient en vélo, du coup, feraient des économies d'énergie et utiliseraient moins leur voiture, viendra en vélo, et parce qu'ils seraient certains de pouvoir stationner leur vélo en toute sécurité. Donc, comme ça a été fait pour le programme Advenir, donc pour les bornes de recharge, il pourrait y avoir également un programme qui pourrait être initié par des porteurs de programmes avec donc des budgets bien établis. On doit convaincre effectivement l'administration et les obliger,
que nous sommes, donc les fournisseurs d'énergie, peuvent financer en fait une partie de ces coûts, comme ça l'est pour les bornes de recharge dans le cadre du programme à venir. Voilà, donc c'est une piste que vous notez. Vous voulez réagir, Thomas, je crois, et Sébastien? Juste rapidement, avant de laisser compléter Sébastien, ça existe pour le coup. Il y a des programmes comme Alvéole et Alvéole Plus qui sont des programmes aussi C2E et qui permettent de développer soit du stationnement vélo, soit des ateliers de sensibilisation, de formation à l'usage du vélo. Mais le coût reste quand même derrière assez important, surtout comme le disait Sébastien, on doit déployer massivement des solutions de parking à vélo sécurisé et fermé. Effectivement, il existe, mais tout l'enjeu est de le prolonger, de le sécuriser. 2025 était une année un peu en stand-by, donc elle a été a priori débloquée, en tout cas. Cet été, on a eu la notification qu'on avait encore 1 an et quelques mois de financement, donc pour nous, c'est très précieux. Vraiment très très précieux, et je pense que c'est largement partagé. Et effectivement, le programme à devenir, alors on le connaît, mais c'est sûrement la première vague qui a pris fin, c'est qu'en tant qu'établissement, on ne peut plus en bénéficier pour notre propre parc de véhicules. Donc sûrement trop tôt, trop tard. Vous avez raison, mais on n'a plus ce guichet pour l'instant, pour les bornes de recharge électriques. Il y a encore éventuellement une autre question. S'il n'y en a pas, on va clôturer, parce qu'on me fait déjà un signe, mais j'avais prévu de clôturer avec quand même un dernier tour de table de chacun, au moins, et puis après on passera au cocktail. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot, à dire, qui veut clôturer? On a balayé beaucoup de choses, entre vos propres retours d'expérience, de voir un petit peu les enjeux sociologiques, comment bouger les lignes, comment lever le blocage aussi dans la tête, comme disait Cédric. Allez, qui veut commencer par conclure? Allez, Oscar, comme on vous a pas entendu depuis un petit moment. Ouais, pour répondre par rapport au rôle de l'État, j'en profite, vu que j'ai pas eu le temps de mentionner tout à l'heure. Je vais juste prêcher pour ma paroisse, moi. Ce sera très rapide. Moi, je pense qu'il y a 2 enjeux si on veut arriver à développer l'autopartage comme on a développé le covoit il y a 10 ans. Là, 2024, c'est une année importante pour l'autopartage. Il y a eu notamment quelqu'un nommé justement à la direction régionale des transports des GITM consacré à l'autopartage. Je pense qu'il y a plein de verrous à lever, on est en train de le lever ensemble, mais il y a vraiment un verrou autour de qu'est-ce que c'est l'autopartage. Aujourd'hui, je sais pas quelles sont les stats, mais pas mal de gens qui savent pas ce que c'est, qui confondent avec le covoit, etc. Donc il y a un problème vraiment de qu'est-ce que c'est. Et en plus, par rapport à dans l'autopartage, c'est hyper vaste. Ça peut être juste se prêter une voiture entre 2 voisins, ou bien aller débloquer une voiture en libre service Getaround ou Cities. Donc il y a vraiment des enjeux d'éducation et de définition, et je rejoins du coup ce qu'on disait sur l'éducation. Et au-delà de ça, par exemple, j'envisage un truc, moi, que je trouverais pas mal, mais si jamais quelqu'un a une voiture électrique, si jamais l'État le récompense de la prêter, 10 fois à 10 voisins différents, en fait, ça encourage, ça peut justement aider à passer le cap de passer une voiture électrique, ça peut encourager du partage, encore une fois, récompenser les gens potentiellement qui prêtent des véhicules non polluants. Évidemment, si on commence à prêter un max, un diesel, c'est pas forcément le top, mais potentiellement sur les véhicules électriques, voilà. Donc je prêche totalement pour ma paroisse, mais vu qu'on m'en donne l'occasion, formidable. Très bien. Thomas, un mot à ajouter, tout ce que vous pouvez ajouter, si vous voulez conclure. Je pense que, en tout cas, si on doit retenir quelque chose, c'est qu'en tout cas, le sujet vaut le coup, puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même un impact carbone qui est assez important. On sait que si on veut aller vers les objectifs de décarbonation et les objectifs climatiques, on doit tout exploiter, et le sujet du transport et de la mobilité quotidienne est importante. Surtout qu'on est sur un public étudiant et si on reparle de la sensibilisation, qui pourrait être sensibilisé pour ces pratiques futures. Et puis voilà, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien avec les territoires qui sont autorités de transport et qui peuvent aussi nous apporter des clés, être facilitants dans le travail, et puis collaborer, je peux peut-être conclure par ça, collaborer aussi avec nous on essaye en tout cas de collaborer avec les autres établissements d'enseignement supérieur qui portent le même sujet que nous, et je fais le lien avec le CESI La Rochelle, où on essaye de travailler à avoir une enquête mobilité commune pour porter le sujet de la mobilité auprès de l'autorité organisatrice des transports à La Rochelle, de manière aussi plus massive, pour montrer que les problématiques sont les mêmes. Voilà, il faut transmettre aussi des informations autour des horaires pour mettre un vélo dans les trains ou exactement dans les bus. Stéphanie, Vincent ?
Moi, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Peut-être pour avoir un petit mot de conclusion. Donc moi, j'ai beaucoup insisté sur les questions d'éducation et aussi de sensibilisation. En revanche, je pense que la seule question des valeurs, il y avait dans le petit reportage au départ cette idée qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui accordaient une grande importance à la question de l'écologie, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est important, mais je pense que c'est loin d'être suffisant, et on le voit bien d'ailleurs, pour transformer les manières de faire, parce que ces manières de faire, elles sont liées aussi à plein de contraintes, aménagement du territoire, infrastructure, enjeux de sécurité, etc. Et que c'est aussi, peut-être surtout, sur ces éléments de contraintes et de hard, j'ai envie de dire, plutôt que du soft sur la sensibilisation, qu'il faut aussi faire porter des efforts, parce que finalement, que les gens soient convaincus ou pas que c'est bien pour l'environnement, c'est peut-être pas ça l'enjeu finalement. Je le dis un peu de manière provocante, mais ça me semble pas complètement l'enjeu. Sébastien, David. Oui, un mot de conclusion. Plusieurs idées là qui restent en tête, en tout cas sur notre démarche ou sur ce qu'on veut faire. C'est surtout s'attaquer aux territoires ou aux campus qui sont spécifiquement peu dotés en transport. C'est un peu la baisse, pour ceux qui connaissent l'atelier d'automne notamment, la dette, le bilan carbone par habitant des Français à 9,5 qu'on essaie de tendre vers 2. On peut y arriver en commençant peut-être par ceux qui ont le comportement de consommation le plus massif, le plus grand. Et là, c'est pareil, en s'attaquant spécialement en termes d'énergie, de temps passé, de budget, aux campus qui sont les moins bien desservis, donc en lien avec les agglomérations. Trouver aussi des services, quand les agglos ne proposent pas des services à la mobilité complémentaires, qui puissent le faire. On pourra vraiment appuyer le report modal davantage que sur un hypercentre de Nantes, par exemple, où les habitants n'ont pas besoin de notre aide pour savoir ce qui existe. L'autre point, c'était arriver aussi à trouver les bons leviers pour sensibiliser, pour en parler. Alors, on essaie des choses. J'ai un collègue designer dans l'équipe et on essaie de gamifier certaines informations. On essaie de sortir du format stand classique flyer qui a peut-être pas peu ou pas d'intérêt, en tout cas de valeur ajoutée pour les gens qui passent. Et je prends l'exemple de la fresque du climat qui est assez fantastique, c'est de proposer plutôt de vivre une expérience. On essaie de proposer des formats d'événementiels qui permettent d'avoir une information mais en faisant quelque chose. On a des vélos tours, on a différentes choses que j'aurais pas le temps de développer, mais qui peut-être serait un éclairage nouveau pour tenter d'intéresser le public, notamment étudiant, au sujet. Et la dernière chose en conclusion, c'est pouvoir d'achat. D'essayer alors pas en tant qu'employeur, mais en tant que campus université, essayer d'aider au maximum les étudiants à connaître leurs droits en quelque sorte, savoir ce que l'État, pour partie, la région, les agglomérations fournissent pour l'achat d'un vélo, pour l'achat de peu importe quoi. Et puis nous, en complément, savoir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on fait des partenariats avec des magasins de cycle en local pour avoir des réductions pour les étudiants, pouvoir d'achat. Et je ne sais pas si on fait le pari, en tout cas, on va essayer d'actionner ces 3 leviers pour apporter le plus possible sur un plateau ces services aux étudiants et espérer qu'ils s'en emparent. Cédric Ringenbach pour la conclusion de la conclusion. Ouais. Moi, je voudrais rappeler pourquoi on a ce débat. On est sur une trajectoire de 3 à 4 degrés là aujourd'hui. Les jeunes qui ont l'âge d'être étudiants aujourd'hui, avant la fin de leur vie, ils seront en mode survie une bonne partie de l'année. Parce qu'un coup, ce sera une pénurie alimentaire, un coup, ce sera une inondation, un coup, ce sera une sécheresse, une canicule. En mode survie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'objet de la journée, l'objectif de la journée, c'est d'être encore en vie le soir. Surtout qu'il y en a déjà qui sont en mode survie, c'est et qui déjà font le la cas. queue au Resto du Cœur, etc. Donc j'allais dire déjà. Oui, voilà. non, mais c'est déjà le cas. Mais là, ce sera indépendamment ils seront plus étudiants. À la fin voilà, je parle de quand ils seront plus étudiants, ils seront peut-être à la retraite avec moins de moyens et les conséquences du changement climatique, faire un monde à 3 à 4 degrés, c'est un monde qui est plus vivable. Il y a des conséquences qui sont énormes. Voilà. Donc, il va falloir qu'on fasse tout ce qu'il faut pour rester sous les 2 degrés,
en dessous, je pense que c'est illusoire, mais déjà en dessous des 2 degrés ou pas trop au-dessus, c'est un changement de modèle complet de la façon dont on va devoir opérer les choses, à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et donc il va falloir faire des changements drastiques. Et régulièrement, vous vous entendrez dire « Ah ben non, c'est pas possible ». Eh ben si, en fait, ouais, c'est pas possible, mais on va le faire quand même, parce qu'il n'y a pas de choix. Et ne doutez jamais de votre légitimité, simplement en tant qu'humain, à faire les choses, les dire, les pousser, avoir des idées, et lâchez rien, parce que ça va être un vrai chantier, un chantier monstrueux, cette transition. Et ça va tous nous occuper une grosse partie de notre vie à partir de maintenant, dans les décennies qui viennent. Ben merci beaucoup. On va dire que c'est une bonne conclusion pour continuer après les échanges. On peut vous applaudir en tout cas tous les 5 pour la participation à cette table ronde. Un grand merci. Et c'est ce que je disais, c'est affiché derrière moi. Donc l'espace râpé, il est quand on sort sur la gauche pour rejoindre pour le cocktail, pour suivre les échanges, découvrir aussi, vous allez voir des solutions de mobilité de demain, notamment je crois avec un vélo que vous allez pouvoir voir, un P-Up, un truc, quelque chose comme ça. J'ai perdu le nom, mais vous le verrez très bien. Et puis voilà, puis échanger, voilà, hein, comme ça sera formidable aussi et avancer. Merci beaucoup, bonne soirée. Parce qu'être étudiant et s'engager pour une mobilité quotidienne durable, c'est possible.